Eh bien, bonjour, bienvenue à ces cafés d'Upsynapse. Il est 14 heures, on est mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler du poids et du tabac. Mais avant toute chose, je vais vous présenter les prochains jours, puisque demain, vous aurez votre Power Shot du jeudi avec Jeannette et Laure. Vendredi, nous aurons Parole d'expert. Alors, ce sera l'état de l'art de l'hypnose avec Philippe Vernois, Jean-Charles Costier et Christophe Kinbeiter. Samedi, ce sera les drivers et les injections avec Philippe, Jean Do, et puis Céhil aussi. Et dimanche, ce sera embrasser votre destinée. Une journée complète de 10 heures à 15 heures concernant la motivation, concernant votre boost. Mais pour l'heure, nous sommes avec le poids et le tabac. Et j'appelle donc Élodie Marin et Laurence Costier avec moi. Elles vont se présenter. Bonjour. Voilà. Hello, les Hello. Hello. Alors, tu allais dire, je vais retrouver le poids et le tabac. Alors, tu joues quel rôle, toi, Élodie? Parce que moi, je sais pas, là, je pourrais être le tabac, ou le poids, ou… ou le pot à tabac. Oh là là, ça commence bien. Bon, alors on va parler de ça. Mesdames, oui. Oui. On a décidé de commencer par le poids, de faire une demi-heure de poids, une demi-heure, on va parler sur le traitement du tabac, parce que sur le poids, quand même, on a beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle dans le sport, et pendant plus que 20 ans, j'ai eu des gens qui venaient pour 80% dans un club de gym pour la fonte de gras, pour la perte de poids, et c'est ce qu'on voit aussi dans le cabinet. Mais il y a tellement de fausses idées, il y a tellement d'idées reçues qui sont vraiment bizarres que ça vaut le coup de prendre 5 minutes pour replacer ça. La première chose, c'est que nous, on va se baser sur ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Hein, on est d'accord, mesdames, c'est-à-dire qu'on va partir sur le poids, enfin, il y a des applications pour ça. C'est un calcul qui fait le poids divisé par la taille en mètres. Et on a besoin, à partir de 30, on est en surcharge pondérale. Ce qui veut dire que, par exemple, une personne qui fait 95 kg, eh bien, elle va avoir, pour 1m80, va avoir un indice de masse corporelle de 29 et elle sera déjà en surcharge pondérale. Nous, on va s'occuper d'un indice de masse dans ce travail, d'un indice de masse corporelle inférieur à 35, puisque on en a déjà discuté ici. Au-delà de 35, on s'occupe du poids par la pose d'un anneau gastrique virtuel. Hypnotique. Qu'est-ce que vous avez d'autre, mesdames, concernant dans les idées reçues qu'on a rapport avec le poids? Alors, parfois… Et figé. Alors parfois, certaines personnes disent que c'est familial, que ce sont des habitudes alimentaires qu'ils ne peuvent pas faire autrement que faire comme ils font, qu'ils ont essayé, hein, c'est toujours ce terme-là, essayé, qu'ils ont eu des échecs, et que il y a des personnes qui sont plus favorables à la perte de poids, au gain de minceur que certaines d'autres personnes, et que les efforts sont surhumains pour eux, et que finalement ils se satisfont de leur corps, mais ils se sentent pas bien aussi, donc il y a une double contrainte en fait. Hein. Alors, j'entends trois choses dans ce que tu as dit. Tu as parlé d'une croyance identitaire. Absolument. Familiale. Donc, absolument. C'est pas une croyance comportementale, c'est une croyance identitaire. Si je ne suis plus gros, je ne fais plus partie de ma famille. La deuxième chose, c'est elles ont essayé. Et donc là, il y a le poids d'une culpabilité de je n'y arrive pas, ça ne marche pas, qui arrive. Et la troisième, je ne me rappelle plus, c'est celle que tu as citée en dernier. Zut, j'ai perdu le fil. Enfin, c'est pas grave, on est sur deux énormes. Moi, je viens juste de reprendre, alors je ne vais pas pouvoir vous aider. Coucou. Une connexion.
Donc, c'est vraiment une chose énorme au niveau du travail, au niveau de l'identité familiale. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on aura travaillé parce que bien sûr que c'est la personne mincie, sa mère qui a de l'embonpoint ou ses parents qui ont de l'embonpoint seront toujours ses parents. Et je pense que déjà, là, il y a des gens à qui, à qui ça parle. Et un petit exemple vite fait là pour contrecarrer ça, justement, une personne qui est venue me voir en cabinet, qui pensait que parce que toute sa famille était obèse, donc elle allait forcément terminer obèse puisque c'était ça. Et un jour, par des circonstances, en déménageant sa tante, elle est tombée sur un acte de naissance et en fait, elle s'est aperçue qu'elle avait été finalement adoptée. Donc, il n'y avait pas de lien filial particulier de sang. Et à partir de ce moment-là, elle s'est autorisée à déclencher, à être elle-même. Et du coup à réussir son objectif, à atteindre son objectif. Ça, c'est énorme. Alors, on a aussi un basique à donner concernant le traitement du poids qu'on fait en tant que praticien. C'est que, bon, déjà, on n'y est pas ni médecin, ni diététicien. Donc, ni magicien. Ni magicien. Ni magicien. En fait, voilà, nous, on va être sur notre travail va être au niveau inconscient sur comment la personne va consommer, sur comment elle va trouver la satiété, sur sa façon de s'alimenter. Après, c'est vrai que il y a différents problèmes qui sont quand même assez importants concernant la boulimie, mais l'hyperphagie ou l'orthorexie. On va y revenir. Une autre petite chose aussi. On s'aperçoit aussi que les gens, quand ils commencent à faire attention à leur alimentation, quand ils commencent à entamer une courbe de poids descendante, il y a aussi une problématique, c'est qu'ils se mettent à faire de l'exercice. Et ils montent sur la balance assez souvent, ce qui pour nous est assez rédhibitoire puisque c'est important qu'ils le fassent avec nous. Parce que le poids ne va pas descendre comme ça d'un seul coup, ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps pour la première raison, c'est que quand on fait une activité physique, eh bien, notre muscle va se gaver de stockage de sucre qui lui aussi se gave d'eau et ça prend énormément plus de poids que le gras. Pour exemple, 1 litre de muscle, ça pèse 1,7 kg. 1 litre de gras, ça pèse 900 grammes. Donc, il y a quasiment presque un rapport de double. Donc, si la personne perd 1 litre de gras et qu'elle prend 1 litre de muscle, elle va avoir 1 kg de plus sur la balance quand même. Donc, il faut vraiment prendre un petit peu de temps avant de commencer à se peser. Il faut entre 3 semaines et 1 mois avant qu'il y ait une inflexion de la courbe. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Parce que il y a précisé, et une sorte de petite déprime dans le sens où la personne va se peser tous les jours et elle dit je comprends pas, je fais attention et je continue à prendre du poids. Bien sûr, du poids, mais pas du volume. Voilà, j'ai eu un petit mot. On a eu un petit mot. Important aussi, c'est qu'effectivement, du coup, l'objectif qui sera à définir avec le client sera peut-être certes un objectif de poids à perdre ou à gagner, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de la perte de poids. Parfois, on aura quelques consultations aussi pour la reprise du poids, mais c'est vrai que c'est plus à la marge. Néanmoins, le poids ou le chiffre affiché sur une balance ne sera pas le seul objectif pour certains de nos clients. On le sait, hein, ce n'est pas que de la perte de poids ou de la perte de masse, comme tu disais, mais ça va être peut-être tout simplement de rentrer à nouveau dans un fameux vêtement idéal qu'on a encore dans ses vêtements qu'on a gardés précieusement parce que ça correspondait à justement une image du corps qui correspondait à la personne qui lui plaisait. Mais ça peut être aussi tout simplement le fait de se sentir bien pour nos kinesthésiques, hein, ceux qui apprennent ou ceux qui visualisent par le toucher, par la perception simplement du corps, ça peut être aussi ça l'objectif. Ce n'est pas simplement l'atteinte du poids chiffré idéal qu'ils vont voir sur la balance. Ça peut être un ensemble de critères. Je vois un monsieur, enfin je suppose que c'est un monsieur, enfin lui c'est Sylvain, il met j'ai perdu du poids est à bannir. Oui
Évidemment, quand on sera comme ça en one-to-one avec la personne, la modification du vocabulaire va être importante. On va en parler en termes de détermination d'objectifs. Maintenant, il y a des magazines, il y a de la télé. En fait, on est sur vraiment un bourrage de crâne d'un vocabulaire inapproprié. Alors, c'est vrai que notre travail aussi est d'aller sur le travail de ce vocabulaire de la personne. Et la difficulté, enfin, j'ai 30 ans de pratique, hein, la difficulté, c'est que dès que la personne sort de chez vous, eh bien, elle va être assaillie encore de publicité. Donc, on fait avec des fois, on fait avec, mais pour la personne en one-to-one, en cabinet, c'est important de pouvoir recentrer vraiment le vocabulaire et on va en parler tout à l'heure en termes de détermination d'objectifs. Ce qui peut être intéressant aussi, du coup, c'est de proposer une prescription de tâches en leur expliquant de mettre justement ces phrases qui peuvent être parasites pour notre cerveau, en fait, pour la compréhension, et ben, d'y apporter une autre phrase qui sera beaucoup plus positive et qu'elle pourra se répéter comme un contrepoison, finalement, de tout ce qu'elle peut entendre à l'extérieur et se l'approprier pour elle comme une ressource, finalement. Absolument. Parce que qu'est-ce qu'elle va perdre? Oui, Laurence. À chaque moment, j'allais dire effectivement, de la mise en place du fameux rapport thérapeutique, on va utiliser en fait tout ce langage du client, donc ce fameux langage utilisationnel qui va nous permettre en fait de comprendre quelle est la relation à l'alimentation en fait de la personne. Parce qu'en fait, un des objectifs plus généraux qu'on pourrait donner autour de ce poids ou de cette alimentation, ça pourrait être tout simplement de retrouver une relation saine à l'alimentation, en fait. Une relation saine à l'alimentation et au corps, à cette fameuse vision de soi. Donc, c'est ça aussi, ça engage en fait la personne, la vision de son corps, la vision de toute sa personne et de sa relation du coup à l'alimentation. Qu'est-ce qui se passe finalement dans cette relation à l'aliment? Qu'est-ce que la personne fait quand elle mange? Est-ce qu'elle se réconforte? Est-ce qu'elle trouve un refuge? Cette anamnèse-là, elle va être prépondérante pendant la première séance, de regarder un petit peu finalement quelle va être la relation d'histoire personnelle de la personne depuis l'enfance, quelle va être sa relation au corps. Et tout ça, en fait, va faire partie des éléments qui vont nous permettre, du coup, de faire un accompagnement complètement, j'allais dire, personnalisé. Il n'y a pas un accompagnement, et c'est un petit peu la même chose d'ailleurs sur le tabac. C'est pour ça qu'on a certes des protocoles, encore une fois, des modes de fonctionnement et d'accompagnement qui vont être un petit peu codifiés. Et pour autant, on va se rendre compte qu'à la fin, on n'aura jamais fait un accompagnement type avec une personne. À chaque fois, ça va changer. On va s'adapter en fait à toute l'histoire de la personne, à tout son vécu. Je vois Michel qui met, enfin c'est exactement dans le cas de ce que tu viens de dire. C'est une élimination des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, je voudrais parler quand même des grandes catégories. Est-ce que tu peux nous faire un petit brief, Laurence, sur les différents problèmes qu'on trouve en termes d'alimentation? Alors, les deux grands problèmes en fait qu'on va avoir souvent, qui sont effectivement aujourd'hui même référencés comme maladie mentale, sont la boulimie et l'anorexie. Donc pour ces deux-là, je fais un petit aparté. Il s'agit de bien savoir au départ, de bien les repérer chez nos clients, de savoir si elles existent réellement comme telles, si elles ont été identifiées. Bien. Si elles ont été... déjà, je vais reprendre la main. Donc, ça veut dire que si elles l'ont été... Oui. On m'entend plus, c'est ça? Non, pas trop, non. Je vais reprendre la main. En fait, on détecte trois grandes catégories, en fait. Enfin, on a la boulimie, alors boulimie, anorexie, quoi. On a l'hyperphagie, donc des gens qui se gavent, mais qui ne se vident pas derrière. Et puis, enfin, il y en a plein. Et puis l'orthorexie aussi, cette façon de choisir exactement
exactement l'alimentation précisément, que ça devient finalement une problématique, quoi. Et donc là, on revient à qu'est-ce qui se passe quand la personne fait ce qu'elle fait. Si Florent pouvait nous mettre notre index de computation, notre Mercedes modèle, là. En fait, ça, c'est nous. On a une petite, autour de le disque bleu, là, c'est nos valeurs, nos critères, nos croyances. Et puis, on a 3 cases. Les processus internes, c'est notre façon de penser. L'état interne, c'est notre état émotif. Et puis, le comportement. Et donc, quand une information arrive de l'extérieur, eh bien, il va se passer une chose, c'est qu'on va passer dans le processus interne et puis dans l'état émotionnel. Et l'état émotionnel, eh bien, il y a une chose pour le changer, d'avoir un comportement, qu'il soit adapté ou pas adapté. La plupart du temps, eh bien, c'est avec cette façon, en ayant un comportement, et dans notre cas, avec l'alimentation, tu peux l'enlever, Florent, merci, qu'on va couper cet état émotionnel. En fait, on va se servir de l'alimentation comme un coupeur d'état émotionnel. J'ai peur, je mange. Ça me change quelque chose. On entend du réconfort aussi dans l'alimentation. Est-ce que ce réconfort est amené par l'alimentation ou par cette façon d'éliminer l'état interne désagréable? Alors, on pourrait simplement faire une prescription de tâches. Elodie, qu'est-ce que tu en penses? Au moment où l'état émotionnel arrive, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Une chose. Vas-y, je te laisse parler. Alors, en ce qui concerne les prescriptions de tâches, effectivement, on peut très bien se rappeler d'un souvenir, par exemple agréable, et qui nous change notre état interne. Et puis aussi, on peut se visualiser dans des moments où on a réussi quelque chose, et notamment quand on met en place les stratégies pour obtenir un résultat désiré. Donc, on sent déjà, en se projetant dans le futur réalisé, que l'émotion, elle change vraiment, elle devient beaucoup plus confortable. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, et ça, je vous invite à me suivre, par exemple, en vous installant, en fermant les yeux, et de visualiser cette transformation de vous, grâce à tout ce que vous avez mis en place, grâce à tout ce que vous pouvez justement avoir testé, toutes les croyances que vous avez décidé de changer, de modifier, et ces émotions que vous avez décidé aussi de gérer. Alors pour cela, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux et de prendre des grandes inspirations. Et quand vous prenez une grande inspiration, vous pouvez vous autoriser justement à prendre de l'air positif, vraiment chargé en positivité. Et pourquoi pas même juste prendre des ressources qui peuvent venir de l'extérieur. Et puis quand vous relâchez l'air, eh bien vous relâchez tous les inconforts, toutes ces idées parasites, toutes ces images qui vous encombrent, voilà. Et gardez bien à l'esprit quand même l'objectif qui est dans votre tête, celui d'être la meilleure version de vous-même, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur aussi, puisque les deux sont reliés. Présupposé d'ailleurs dit que le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. Et bien justement de jouer là-dessus pour pouvoir vous apporter toutes les ressources nécessaires pour atteindre votre objectif qu'on verra un petit peu plus tard. Et simplement, justement, en prenant ces inspirations, ces respirations, ces inspirations avec du positif, ces expirations, relâchez tout le négatif, et bien laissez en vous diffuser justement tout cela. Et tout ce qui se diffuse à l'intérieur de vous prend la place, quand il y a des petits espaces, va prendre la place pour combler de calme. Même quand vous inspirez et que l'air rentre dans vos poumons, vous sentez les racines de calme s'installer à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, exactement comme ça. Et au fur et à mesure, je vais vous inviter à imaginer. Imaginez que vous vous trouvez devant 2 grands miroirs. Un miroir qui reflète en premier la silhouette que vous avez là, maintenant. Alors, regardez-vous. Regardez-vous de haut en bas. Peut-être faire des zooms arrière, des zooms avant. Et puis, allez sur le côté droit,
côté gauche. Tournez sur vous-même. Observez-vous. Et vous pouvez même aussi vous imaginer faire le contour de vous-même, de ressentir la texture de votre peau, de ressentir vraiment toutes ces formes qui sont là dans ce reflet d'aujourd'hui. De bien photographier à votre manière cette image-là. Et maintenant que cela est fait, vous pouvez passer à un autre miroir. Et ce miroir est intéressant parce que ce qu'il reflète, c'est des images du temps qui passe, des images de futurisation qui vous amènent encore plus loin, au-delà des apparences. Et vous allez pouvoir voir dans ce miroir justement, en premier, votre reflet. Ce reflet qui commence à changer. Regardez-vous, regardez votre silhouette. Regardez comme votre silhouette commence simplement à fondre, un peu comme une bougie. Et plus vous vous délestez de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces idées perçues, reçues, et plus vous fondez. Et plus vous fondez, et plus laisse apparaître une silhouette exactement comme vous le souhaitez. Et plus vous laissez de côté toutes ces émotions du passé, et plus vous vous autorisez à mettre en place tout ce qu'il est possible avec toutes les stratégies que vous avez décidé de mettre en place, toutes ces choses qui sont là pour vous aider, toutes ces ressources permettent justement de faire fondre encore davantage toute cette graisse, tous ces éléments justement qui vous pénalisent. Et simplement de regarder. Et plus vous mettez en place, plus vous faites ce que vous avez décidé de faire pour y arriver, et plus votre corps devient celui que vous espérez. Et au fur et à mesure, votre corps fond dans les bonnes proportions. Et vous pouvez voir maintenant au-delà des apparences. Et gardez bien en mémoire ce résultat qui vous plaît. Peut-être comme un tremplin ou peut-être comme une destination finale, je ne sais pas. En tout cas, regardez-vous et permettez-vous aussi de ressentir et de voir sur votre visage l'émotion, car vous vous connaissez parfaitement, n'est-ce pas? Alors maintenant, avec tous ces changements, toutes ces informations, tous ces ressentis, gardez-les bien, car ils sont quelque part comme les coordonnées GPS de votre mental, de votre inconscient qui saura déclencher le trajet pour atteindre votre objectif. Alors très simplement, tranquillement, permettez-vous de vous reconnecter à vous-même en prenant une grande inspiration pour commencer et puis tout en continuant à vous reconnecter, de ressentir votre corps. Ressentir votre corps comme il est bon d'être confortable dans son corps et de pouvoir simplement, maintenant, vous réhabituer à la lumière et ouvrir vos yeux. Comme ça. Voilà. Allez, bienvenue. Super, Elodie. Super. Ce qui est important, c'est de pouvoir toucher cet état émotionnel confortable, l'état émotionnel de l'objectif atteint. Parce que quand on parle du poids, il y a vraiment une grosse charge émotionnelle. Absolument. Et c'est vraiment important de pouvoir avoir l'émotion de cet objectif à l'intérieur, quoi. On a tendance à dire aussi qu'on mange nos émotions. Et c'est vrai que comme ce sont des ancrages souvent de l'enfance, où quand on nous disait, quand on avait bobo, on nous donnait un bonbon, un gâteau, on allait voir mamie, on allait voir tati, on mangeait des gâteaux. Et en fait, ça nous faisait du bien. Donc, on a associé la nourriture avec un moment convivial. Et en France, notamment, on est un pays de convivialité. Et bien, ce sont des ancrages. Et quand on va pas bien, on s'éloigne en fait du déplaisir en apportant du plaisir à l'intérieur de soi.
Oui, je vois une sorte de publicité où un garçon tombe et s'écorche le genou et sa mère lui amène un morceau de chocolat emballé dans du papier blanc et orange. Et là, Ah tout de oui, suite, on a ancré couleur, bien-être. comme dirait Et Janet, non, c'est pour les kids. je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est assez énorme ce truc. C'est assez énorme de cet ancrage de t'as bobo, on te donne un gâteau ou on te donne un bonbon. Parce Ouais, que c'est la on récompense. parle d'alimentation, mais on n'a pas parlé des gens qui se goinfrent de bonbons et de gâteaux à la première occasion, et des bonbons qui sont disposés partout dans la maison. Ça aussi, j'en ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais le grignotage, c'est quelque chose de tellement anodin, euh, parce qu'il s'agit, on ne s'installe pas pour se goinfrer, mais c'est un petit peu toute la journée, un petit peu toute la journée. Et notamment lorsqu'on fait nos séances, on donne un semainier pour que les gens puissent noter ce qu'ils mangent, pour nous l'amener, même si on n'est pas des spécialistes de l'alimentation, enfin des calculs des calories et de l'organisation des aliments. Cependant, puisque les gens nous apportent la feuille, qu'il faut réclamer, parce que ça, c'est une feuille difficile à avoir, même si on la donne, eh bien, ils évitent de grignoter puisqu'ils ils doivent marquer tout ce qu'ils boivent et tout ce qu'ils mangent. Donc, on a finalement plus que les repas. Et c'est déjà une grande avancée parce qu'il y a une sorte de routine, une sorte d'habitude qui se met en route sur je mange au repas. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, bien sûr qu'il y a des grandes prescriptions de tâches, notamment, je crois que c'est Georges Nardone qui fait ça, c'est que dit non, vous mangez 3 repas par jour, ce que vous voulez. Alors, ça fait aussi écho à cette notion de faim. Il y a Katia qui posait cette question et qui disait on associe donc beaucoup le fait de manger à nos émotions et non pas à la faim. Qu'est-ce que la faim? Est-ce que c'est une vraie faim physique ou une faim effectivement émotionnelle, comme on peut être amené à le différencier dans d'autres types d'accompagnement? Alors, qu'est-ce que la satiété? Effectivement, est-ce qu'on mange toujours par faim? Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir également questionner chez notre client. Comme je disais tout à l'heure, je reviens après la bataille là, mais je finissais sur mon sujet qui était de dire finalement qu'est-ce qu'on fait quand on mange? C'est bien ça, c'est-à-dire qu'on est souvent sur un réflexe plutôt émotionnel et non pas comme une habitude saine. Donc en fait, c'est tout ce changement-là qu'on va pouvoir être amené en fait à recalibrer aussi chez notre client. Donc, on voit effectivement, il y a des aliments types, le chocolat, plein de choses. Alors, on tombe souvent sur des choses assez sucrées, bizarrement. C'est souvent le sucre qui est un élément qui va être le sujet ou l'objet du réconfort ou l'objet de la tentation. Tu citais Giorgio Nardone, qui est effectivement un de nos auteurs de référence dans les accompagnements, un des auteurs en thérapie systémique très important là-dessus. Qui disait plus vous allez vous interdire un aliment, et bien plus cet objet va devenir votre fameux objet du désir. Donc on va toujours être quand même dans cet accompagnement, certes avec un semainier comme tu disais qui va permettre de savoir ce qui se passe, quels sont les changements qui ont été mis en œuvre, mais également surtout de rester dans cette philosophie quand même, on va dire, dans cet accompagnement plaisir. Il ne s'agit pas de remettre en place des frustrations ou d'autres choses qui vont de toute façon être assimilées finalement à un régime. On n'est pas du tout sur un accompagnement type régime, puisqu'on le sait aujourd'hui, les régimes prouvés scientifiquement ne fonctionnent pas. Oui, ça ne fonctionne pas. La restriction, c'est une bonne nouvelle. reste momentanée de toute façon. Et restriction, c'est douloureux et ça ne marche pas parce qu'en fait, s'il faut se motiver, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut que ce soit important pour la personne. Ça a besoin d'être important. Juste à la réponse en quoi c'est important. C'est bien un changement qui va se faire à plusieurs niveaux. Alors, je fais comme ça, je ne fais pas les marionnettes, mais ça part de là et puis ça va descendre un peu partout au niveau émotionnel, un peu là aussi et puis partout dans le corps. C'est ça, en fait, cette image en fait qui est vraiment globale dans notre accompagnement. On joue à tous les niveaux, en fait. On va jouer sur les différents niveaux, différents canaux.
Et c'est vrai que bien souvent, les gens m'insistent et ils s'en aperçoivent pas, ça se fait naturellement. Il faut Naturellement, qu'ils c'est fassent ça un qui effort, est ça tout fonctionne à fait. difficilement. Et c'est un changement également à vie. C'est ça qui est important. C'est plus un changement dans un temps donné, c'est quelque chose, c'est une nouvelle relation en fait qui va se mettre en place avec l'aliment, avec le corps, pour, j'allais dire, reprendre, on l'a mis dans le titre, reprendre le pouvoir, reprendre en fait en main, tout simplement, corps et esprit sont une même… Cybernétique. Cybernétique. D'ailleurs, à ce propos, moi j'ai souvent proposé des petites des prescriptions de tâches, mais simples, hein, tenant compte de ce présupposé, c'est quand avant d'aller dans le frigo ou avant d'aller dans la réserve à nourriture, ben, tu fais autre chose, quoi. Tu fais le tour de la maison, tu vas embrasser tes enfants ou tu sautes sur place. De cette façon-là, ça va couper l'état enrayé. émotionnel immédiat. Et si c'est de la faim, eh ben, tu peux aller manger. Et ben, si c'est autre chose, eh ben, ne le fais pas, quoi. Ouais. C'est Donc là, tellement simple. on est sur un accompagnement de type même une thérapie presque comportementale, c'est-à-dire qu'on va donner des petits trucs en plus en fait à nos clients pour effectivement aussi jouer sur ces deux aspects. Et en fait, c'est un accompagnement qui est vraiment voilà, global, où on va pouvoir aussi de temps en temps donner des petits conseils, j'allais dire alimentaires, mais encore une fois, on ne se substituera pas à un diététicien ou un médecin. On a parlé de ces deux, enfin, ou des nutritionnistes, on a parlé de ces différents types de professions et de ces différents types d'accompagnement qui pouvaient être complètement complémentaires. D'ailleurs, je crois qu'on en forme beaucoup aussi aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup absolument. de gens, tu le disais, Elodie, qui viennent se former, des diététiciens qui viennent se former chez nous parce qu'ils se rendent compte de toute façon qu'il leur manque un des aspects en fait, de l'accompagnement pour être vraiment complet et global. C'est ça. C'est ce que tu dis, et c'est parfaitement juste, Laurence, parce que on n'est pas là pour se substituer à qui que ce soit, hein, chacun sa place. Et c'est vrai que l'hypnose ou la PNL, en tout cas les formations en hypnose, permettent d'accompagner le client et d'être en sur-mesure avec le client et d'aller chercher encore plus profond dans la structure profonde du sujet pour faire remonter à la surface pour que ça devienne des ressources. Et ça qui est intéressant aussi avec l'hypnose, parce que ça amène une dimension complémentaire à la prise en charge globale. Et c'est vrai qu'il y a ce partage et cette transmission, comme tu disais, Laurence, de donner des petites astuces. En fait, on partage nos petites astuces et voire même on partage les astuces d'autres personnes qu'on a rencontrées en cabinet. Et c'est un échange. Donc, c'est vraiment une relation qui est particulière entre la personne qui est là pour se libérer de ces anciens schémas et aussi trouver des solutions ou peut-être faire intuiter ah oui tiens j'ai réussi à faire ça, oui moi aussi j'avais fait ça et ça marchait bien, et donc de revenir à faire émerger ces ressources là. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, je ne sais pas si vous en avez parlé là quand je me suis absentée 2 secondes, mais sur le temps en fait, le temps de l'accompagnement et le temps de la mise en place des changements. Un petit peu comme pour notre anneau gastrique virtuel dont on a déjà fait une présentation, pardon. Cet accompagnement s'inscrit dans le temps. Il ne s'agit pas de faire a priori une seule séance, sauf s'il y a vraiment une demande spécifique, par exemple sur un dégoût, où la personne va venir nous consulter pour s'éloigner vraiment d'une tendance à aller toujours sur un aliment. Et là, elle va nous demander spécifiquement un type d'accompagnement qui est de stopper net, par exemple, cette façon de s'alimenter avec cet aliment. Donc là, ça pourra être éventuellement une séance, mais en général, pour l'accompagnement sur le poids, on est plutôt sur un format, j'allais dire, de 4, 5, voire un petit peu plus, parce qu'il y a tout un tas de choses à travailler en dehors même, effectivement, du poids et justement sur ces émotions. Donc, on est sur plutôt un format de 4-5 séances. Et comme vous le disiez aussi tout à l'heure, on va utiliser aussi bien l'hypnose que la PNL. Et d'ailleurs, dans nos formations, ce sont des formations, j'allais dire, mixtes sur ces deux grands outils, voire de la thérapie systémique également.
ça me fait penser qu'effectivement, on dit souvent qu'en hypnose, on travaille assez rapidement avec cet outil-là et qu'avec la PNL, on va travailler plus en profondeur. J'aime bien ces deux petites nuances d'explication. Donc, en fait, nous, thérapeutes formés à ces deux grands outils, on va mixer joyeusement tout ça pour accompagner au mieux nos clients. Et c'est exactement la même chose pour le tabac. Parfois, on va avoir des solutions qui vont être aussi plus adaptées à des clients qui seront plus, j'allais dire, sensibles à l'outil de l'hypnose et d'autres plus à la PNL. Donc, c'est aussi un critère qui va nous amener à choisir pour utiliser l'un ou l'autre de ces outils. Mais en tout cas, ces deux outils-là sont extrêmement complémentaires pour accompagner nos clients. Et du coup, il faudrait peut-être qu'on parle du tabac à un moment donné. Mais oui. Alors, oui. Alors. Il est l'heure. Il est l'heure, oui. Il y a des choses communes quand même avec l'histoire de l'émotionnel où on va couper, en fait, une émotion qui arrive à un moment, une personne a ancré quelque chose pour couper cette émotion. Il y en a, c'est avec la nourriture, il y en a, c'est avec le tabac. Quelqu'un parlait tout à l'heure qu'on était au niveau des addictions. Oui, pourquoi pas, c'est le principe qu'on utilise quelque chose pour faire partir un état émotionnel ou pour le changer, une addiction quelque part. Voilà. Après, c'est le niveau de problématique qui va déterminer. Donc pour le tabac. Pour le tabac. Ben, je crois que c'est Élodie qui devait commencer parce qu'en fait, elle avait des informations intéressantes concernant la médication et concernant l'hypnose surtout, quoi. Oui, alors en fait, aujourd'hui, c'est un problème de masse, hein, l'arrêt du tabac. C'est comment faire. Il y a eu plein de tentatives. On a essayé les patchs, on a essayé aussi tout ce qui est gomme ou pastilles à sucer. Et aussi les cigarettes électroniques, on essaye tout un tas de substituts finalement, mais rien de solutionnant. Il y a eu aussi des molécules qui ont été mises en place qui permettent en fait de rentrer en compétition avec la nicotine et sur les récepteurs en fait. Au lieu que la nicotine se fixe, eh bien ce sont les molécules des médicaments. Donc ça crée un leurre et ça amène justement ce sentiment d'apaisement et ce que recherche le sujet. Mais après il y a des effets secondaires. On prend là, à ce moment-là, juste uniquement ce côté physiologique de la nicotine. Mais derrière ça, on en a parlé tout à l'heure avec Laurence et Franck, il y a aussi les ancrages qui sont très importants. Et il y a ce comportement, du coup. Et si le comportement n'est pas mis en place, eh bien, si c'est pas pris en charge, il restera ça qui viendra à nous titiller. Et puis après, il y a tout ce côté psychologique, tout ce qu'on a échelonné, et on en parlera plus précisément avec Laurence sur les niveaux logiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre en charge en fait la globalité de ces dépendances-là au tabac. Et aujourd'hui, les substituts sont un accompagnement. Et vous allez avoir peut-être des clients qui viennent déjà avec des patchs et des substituts. Alors bien évidemment, ça a été pris en charge par le médecin ou le pharmacien, en tout cas quelqu'un de compétent pour ça. Et là où l'hypnose va être intéressante, où la PNL va être intéressante, c'est simplement de pouvoir aller travailler encore plus profondément sur ces deux parties-là qui font qu'à un moment donné, il manque cette gestion des émotions, ces ancrages. Et quand on regarde même ne serait-ce que dans l'HS, on en parlait Franck hier dans l'HS, avec l'autorité de santé, eh bien on a des très bons résultats avec les substituts si et seulement si il y a un accompagnement psychologique. Et c'est là que cette prise en charge peut être accompagnée avec l'hypnose et la PNL. Et on a d'ailleurs de meilleurs résultats. Si je me souviens bien, Franck, on était à 35% de réussite après. Ouais, c'est 36 à 12 mois avec l'hypnose. Ouais. Voilà. C'est le hit parade. C'est ça. Ce qui s'explique clairement en fait. Puisqu'effectivement, on prend tout en charge et les déclencheurs sont complètement considérés. Alors que les déclencheurs qui vont être comportementaux ou psychologiques ne seront pas avec les substituts. Faut bien comprendre aussi que les gens qui viennent nous voir, ils ont déjà quelque part la demande à l'intérieur et
comme on le dit, de toute façon, toutes les ressources sont à l'intérieur, donc ils ont déjà la ressource pour avoir ce qu'ils veulent. Alors, quand je dis, c'est pas innocent si je dis ce qu'ils veulent, parce qu'on va avoir une détermination d'objectifs à faire. Alors, c'est vrai que ça revient souvent, la détermination d'objectifs, mais là, il y a vraiment une particularité. C'est de faire formuler par le client ce qu'il veut. Et ça, vous l'avez, et tous ceux qui font du tabac ont cette demande, qu'est-ce que vous voulez? Et là, je veux arrêter de fumer. Ça, on a compris. Mais c'est ce que vous voulez plus, donc fumer, mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, je veux arrêter de fumer, je viens de vous le dire. Et des fois, les gens s'énervent un petit peu parce qu'on fait semblant de ne pas comprendre. Mais, très important de faire semblant de ne pas comprendre. Parce que notre objectif, en fait, c'est ça, c'est bien d'aller, j'imagine, c'est tester cette motivation. Voilà. Alors, on a deux manières de tester. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et au moment, des fois, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Qu'est-ce que vous voulez? Avant que ça soit formulé sur je veux me libérer, je veux avoir une meilleure santé, je veux pouvoir mieux respirer. Une fois qu'on a ça, eh ben, c'est comme tout à l'heure, tu l'as fait pour la métaphore pour le poids. C'est une fois qu'on a atteint cette formulation d'objectif, eh ben, déjà, on a l'état interne correspondant. Et alors, une fois qu'on a l'état interne correspondant, c'est assez énorme parce que la plupart du temps, quand les gens veulent arrêter de fumer, ils sont sur l'état interne sur lequel ils sont là aujourd'hui. Ils sont sur leur état présent. Mais ça ne les motive pas, puisque c'est un état qu'ils connaissent. Le but, c'est de les faire se motiver, qu'ils trouvent cette motivation interne avec justement l'état désiré. Et c'est en faisant cette détermination d'objectif. Et là, vraiment, vous pourrez constater on constate qu'au moment où il formule à l'affirmative et de façon positive, il y a une arrivée émotionnelle qu'on peut calibrer et qui est assez intéressante aussi d'ancrer. Parce que comme ça, on pourra la retrouver, on a l'interrupteur pour retrouver l'état émotionnel. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est important, la détermination d'objectifs dans le tabac, parce que je trouve, et ça c'est peut-être strictement personnel, que c'est un cas où ça demande de l'opiniâtreté pour avoir la formulation à l'affirmative et de façon positive. Et ça mène aussi en fait à créer un nouveau pont, une nouvelle structure, parce qu'on est obligé justement de formuler au positif, alors qu'on n'a pas l'habitude, on a tendance à avoir ce halo négatif à chaque fois, à s'éloigner d'eux, je veux plus de ci. Mais quand on veut quelque chose, là c'est un peu plus compliqué, et même dans tous les domaines de la vie. Donc là, c'est amené à faire ça, créer en fait une autre possibilité. Et cette possibilité existe. Et après, ça sera à nous de mettre tout en place pour que notre inconscient prenne ce chemin-là plutôt que l'ancien schéma. Alors, très important, cette détermination d'objectif, effectivement. Alors, tu disais calibrer, ce qui veut dire qu'on l'a fait effectivement une fois qu'on rencontre nos clients de visu à la première séance, mais très important également d'en faire une mini avant également dans l'interrogation au téléphone. Quand on va avoir de l'information, c'est important d'avoir de l'information au préalable également sur la façon dont la personne entrevoit d'arrêter de fumer, si c'est bien elle qui est demandeuse. Donc, il y a tout un petit questionnement préalable également au téléphone, quitte à dire au client « Ah ben non, c'est pas le moment, vous reviendrez à un autre moment quand ça sera favorable pour vous. » Parce que là, on va à nouveau titiller et également créer de la surprise, créer de l'attente, enfin, tout ce qui est en notre possession, les outils que l'on connaît habituellement, pour aller générer vraiment une extrême motivation au moment déjà de la première séance et bien s'assurer que c'est notre client qui est non pas un touriste dans nos façons de parler, mais qui est vraiment le demandeur et l'acteur de sa volonté, de sa motivation. Du coup, un autre, oui. Je peux t'interrompre? Bien sûr, bien sûr. Il y a Rachel qui met « J'ai une croyance aussi, j'ai peur de prendre du poids si j'arrête de fumer. » Bien sûr. Quelle belle croyance limitante.
Et c'est avec ça qu'on va pouvoir justement mixer nos différents outils, travailler avec, si on effectivement, un des principaux vecteurs de non-motivation, c'est cette croyance ou cette peur, on va travailler sur cette croyance bien en amont, avant de démarrer l'accompagnement sur le poids type, on va dire. Donc là, nos outils, en fait, poids, tabac, vont complètement être là pour le coup, bien mixés. On va utiliser tout ce qu'on a dans nos valises, dans nos mallettes pour atteindre le 100%, nous, de réussite. Parce qu'on sait, nous, qu'on va travailler qu'avec des gens qui réussissent, bien sûr. Un autre critère de motivation, ah oui, Rachel a récupéré aussi, il y a des gens en surpoids qui fument. Donc, ça casse un mythe, hein, du coup. Ça casse un mythe, alors, parce que finalement, il paraît que la cigarette, ça fait mincir. Du coup, ça se saurait. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait que des gens minces qui fument. Voilà. Alors là… on a aussi une chose qu'on demande concernant la motivation, quand les gens viennent nous voir, c'est d'écrire 2 lettres. Oui. D'écrire 2 lettres sur ce que la cigarette ou le tabac a apporté à la personne et sur ses méfaits aussi. Tout à fait. À ce moment-là, on va effectivement faire une lettre d'adieu. On appelle ça les lettres d'adieu, les lettres d'adieu, comme si on écrivait une lettre d'adieu à un amant, à un amoureux, n'importe. On lui dit, ça y est, c'est là, je te quitte. C'est le moment où je te quitte. Et ces lettres sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent effectivement à ce client de faire le bilan. Aujourd'hui, c'est le bilan, c'est l'arrêt, c'est le jour de l'arrêt et il en est bien certain, justement. Quand il écrit cette lettre, ça passe par un mécanisme également kinesthésique, donc par le corps. Quand on écrit, on fait des choses, on visualise aussi et on a ces émotions également qui passent. Quand on écrit une lettre, ça peut être très émotionnel. Donc, du coup, on fait faire ce travail à plusieurs niveaux. L'écriture de la lettre, elle est extrêmement importante, comme la signature du contrat, d'ailleurs, qui est un autre outil qu'on va utiliser, qui est l'outil où on s'engage. Là, on s'engage à ne plus faire ça, ou on s'engage à aller faire cela. Donc, on a plein d'outils comme ça qui passent par des écrits, des façons d'accompagner nos clients, type coaching. Moi, j'appelle ça un peu le coaching sur le poids, poids et le tabac, parce que on va marquer, comme je dis, on va marquer à la culotte, comme les sportifs. On va suivre vraiment les progrès, en fait, à chaque séance de nos clients. Et alors, on va pas forcément les revoir parce que pour le coup, pour le tabac, on peut très bien faire un arrêt du tabac en une séance, d'ailleurs. On va proposer plusieurs formules. D'ailleurs, une des questions au préalable qu'on va peut-être poser au téléphone à nos clients, mais alors, vous pensez que vous allez arrêter en combien de séances déjà? Rappelez-moi. C'est une séance ou c'est 4? Choix illusoire. C'est ou 1 ou 4 chez nous. S'il nous dit 3, on va s'adapter quand même. On ne va pas lui dire, non, chez nous, c'est une ou 4, n'est-ce pas? Mais effectivement, il y a des formats particuliers. Qu'est-ce que vous faites, vous? On est vraiment dans le sur-mesure, tu as raison, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4. Après, c'est la personne qui décide en comment elle se voit réussir. Et après, j'aime bien quand même, parce que je suis assez… je vais travailler beaucoup sur la provoque aussi, et les amener à imaginer qu'ils puissent réussir en une fois, et est-ce qu'ils sont préparés à réussir la première fois? Et ça peut être une question qui peut perturber, parce que si la personne a décidé qu'en 3 fois, elle voulait prendre le temps d'eux, c'est quand même, si jamais la personne arrivait à sortir de la première séance avec un 10 sur 10 sur la motivation et qu'elle ne voyait rien qui pourrait l'empêcher de réussir, eh bien, le simple fait de s'être dit, il me reste encore 2 séances, ça peut l'empêcher de passer à l'action. Donc, je les préviens quand même qu'il est possible qu'en une fois, et ça arrive à beaucoup, en une fois, ils sont capables d'y arriver. Mais je reçois les personnes qui sont 100% motivées. Ou comme vendeur, en combien de séances, ça vous embête pas qu'on commence à la 3e? Si c'est en 3 séances. Super, oui, carrément. Donc, effectivement, la provocation va être aussi… la thérapie provocatrice va être un des outils largement utilisés dans l'accompagnement sur le poids et voire même sur le tabac. Absolument. Les ordalis également, qui pourront Absolument. faire partie effectivement
du contrat. Donc ça, c'est un outil dont on a déjà parlé. Oui, Franck? Moi, vous savez, en parlant des ordalis, moi j'aimerais parler aussi de ce qu'on fait la première séance, c'est-à-dire de comment la personne fume, parce que ça c'est important, c'est un outil de confusion quand même, parce que enfin moi j'aime bien faire, enfin ce qu'on préconise, c'est déjà aussi avec la personne de savoir combien elle fume par jour. Donc une fois qu'on a ça, on pourra calculer combien elle fume par mois. Puis on pourra calculer combien elle fume par an, et puis suivant la durée de sa pratique, on va pouvoir calculer combien elle aura fumé et en cigarettes et en argent, parce que quand même, aujourd'hui, quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour, si ça fait un budget. Ça fait un budget, bah, ça fait déjà sur 10 ans, ça fait 72 000 cigarettes. 72 000, c'est assez énorme, quoi. D'entendre ça en tête à tête, ça fait déjà quelque chose. Mais 72 000 cigarettes, ça va, quoi. Mais c'est surtout 36 000 euros, quoi. 36 000 euros. Ah. Ça commence à faire. Ça commence à faire. C'est pour 10 ans, ça. Hein. Pour 20 ans, c'est le double. Ouais. Aïe. Il y en a qui ont les moyens. Hein. Ouais. Ensuite, il y a aussi, on va détailler toutes les actions, c'est-à-dire on va poser la question du quelle est la couleur du paquet de tabac, où se trouve le paquet de tabac, dans quelle poche il est rangé, avec quelle main elle prend le paquet de tabac, avec quelle main elle prend la cigarette, à quel endroit sur la bouche elle va la détailler toutes les sous-modalités, la couleur du briquet, où se trouve le briquet, et la question qui tue, combien vous tirez de taf par cigarette. Et si la personne a déjà fumé quand même 72 000 cigarettes ou même 144 000, en fait, la plupart du temps, elle est incapable de dire combien elle fume de taf par. Et là, ça apporte une confusion énorme. Et donc, dans les prescriptions de tâches, c'est fumer, déterminons ensemble un nombre de taf à fumer par cigarette, et puis vous le faites, et vous le faites de l'autre main que ce que vous faites habituellement, de façon à ce qu'elle puisse faire ce qu'elle a envie de faire, mais d'une autre façon. Et là, on casse le schéma habituel. Donc, on fait faire consciemment ce que la personne fait inconsciemment. C'est un peu le principe des ordalis. Et déjà ça, la personne, ça va être désagréable pour elle de pratiquer de cette façon-là. Et on introduit du changement. Déjà là, on a introduit du changement assez simplement. Ça peut même être fait dans le cabinet. Hein. Ça, on peut même faire un test dans le cabinet, hein, ou même fumer sur un pied ou face au mur, ou des choses simples. C'est sympa chez toi. Pour ça, c'est pas compliqué, ça. Hein. Ou à des heures précises, en fait. Hein. Pour la boulimie, c'est pareil. C'est à telle heure, on peut pratiquer. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est je leur demande de se regarder fumer dans un miroir, du début jusqu'à la fin de la cigarette. Et en fait, le regard est détourné. Parce que c'est dur de se regarder fumer, de faire quelque chose qu'on sait que c'est pas bien de faire pour soi et de se regarder le faire en face. Parce qu'on s'enfume, on se regarde pas d'habitude. Mais là, on est face à soi et face à ce qu'on est en train de faire. Et là, ça peut être intéressant d'avoir le retour de la personne. Donc là, avis à tous les fumeurs, là, vous avez plein de petites suggestions et idées. Il y en a un qui fume une cigarette et il en jette 2. J'en jette 4 et ainsi de suite. Ça, en fait, ça fait partie des prescriptions. En fait, on a deux options pour le tabac. C'est-à-dire, on a une option ericksonienne, PNL, et on a une option de hypnose directive qui est en 4 séances, où tout à l'heure j'ai entendu parler du Dickens. En fait, on va le faire en mode hypnotique. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible. Oui, pour aider la motivation. Oui, oui. Enfin, pour la motivation, on a également un autre protocole, on va dire comme ça, on l'appelle plutôt orienté outil PNL, qui fonctionne très très bien, qui s'appelle l'alignement des niveaux logiques, dont on avait prévu de vous faire un petit on peut le faire rapidement. Qui est excellent. Donc, ce que je vais vous demander à tous les fumeurs en face de moi, et ceux également qui aimeraient perdre du poids, peu importe, ils marchent aussi pour ça, c'est déjà de faire comme si vous aviez atteint votre objectif, donc d'avoir une vision de vous-même
ayant atteint votre objectif. Donc, vous êtes cette personne libre, vous êtes cette personne sans fumée, vous êtes cette personne qui savait respirer comme vous savez le faire normalement. Vous êtes dans cet environnement que vous avez choisi qui est si agréable, l'environnement idéal, celui où vous êtes cette personne, où vous avez atteint votre objectif. Et dans cet environnement, vous voyez toutes les personnes que vous avez à voir autour de vous, qui sont autour de vous, qui vous regardent probablement avec ce regard. Je ne sais pas s'il est admiratif ou tout simplement content, joyeux de vous voir ainsi, en bonne santé, en train de faire ce que vous avez à faire. Et vous-même, vous êtes en train de leur parler. Vous percevez à un autre niveau, un peu plus loin, les différentes attitudes que vous pouvez avoir avec eux. Vous faites peut-être du sport, vous marchez ou je ne sais pas, encore toute autre chose. Et puis à ce moment-là, où vous êtes en train de faire ce que vous avez à faire, vous pouvez aussi percevoir, sentir toutes ces capacités que vous avez qui vous amènent à faire ces choses, toutes ces ressources, ces qualités. Je ne sais pas s'il s'agit de courage, s'il s'agit tout simplement de volonté, de motivation, de liberté ou encore toute autre chose, mais cela fait appel à des valeurs importantes, des croyances importantes qui font que vous arrivez à ce que vous êtes arrivé à faire, ici, libre, complètement en pleine possession de ces ressources. Et peut-être que parce que vous découvrez ces valeurs, ces nouvelles valeurs, ou ces anciennes, je ne sais pas, que vous retrouvez, c'est comme si vous pouviez toucher à un autre niveau de vous-même, le niveau de ce que vous êtes vraiment, de votre identité, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, ainsi, ayant atteint votre objectif. À ce niveau-là précisément de qui vous êtes, peut-être même que vous pouvez encore aller un peu plus loin, comme si vous pouviez sentir ce pourquoi vous êtes là, apprendre ce nouveau sens, peut-être même cette mission que vous avez à réaliser ici, du coup, complètement libre, vous-même. Et c'est précisément à ce niveau de la mission que vous comprenez maintenant pourquoi vous pourrez toujours rester ainsi. Et redescendre rapidement en revisualisant ces valeurs, ces croyances, peut-être même ces compétences et ces qualités que vous avez mis en œuvre pour revenir à cet endroit précis de cet environnement que vous avez choisi. En découvrant les personnes qui vous parlent, mais comme si vous pouviez aussi revenir avec moi, parce que vous entendez certainement ma voix, et qu'après ce voyage que vous avez fait rapidement, vous pouvez redescendre sur votre chaise, sentir un peu plus vos cuisses ici sur cette chaise, savoir que bientôt, cette émission sera terminée et que vous aurez fait un nouvel apprentissage, fier. Alors, je demande à mes collègues de revenir avec moi pour brouiller à nouveau et participer à cette émission et faire revenir avec moi toutes les personnes qui seraient peut-être un petit peu parties ailleurs. Bienvenue, mes chers collègues. Merci pour ce voyage. Oh là là, j'ai du mal à revenir. Merci. C'était une speed PNL, ça existe ça? Bah ouais, tu viens de faire. Je ne savais pas que ça pouvait exister, mais… Eh bien, tu vois, hein, bravo. Une première comme quoi. Un nouveau concept. Voilà. Un peu de PNL, un peu de niveau logique pour accéder à d'autres endroits. Tu m'as coupé le… Je te laisse la parole, Franck. Oui, il y a quelqu'un plusieurs a posé la question. Les 4 séances, je suppose que c'est pour le tabac en directif. Et on va partir de
d'un profond malaise, d'une mauvaise santé, du je tousse. Et au fur et à mesure des séances, on va s'en extraire. Mais la première séance est vraiment pas terrible, quoi. Puis elle est longue en plus. Donc, oui, Laurence. Oui, moi je disais que là, on a fait quelque chose volontairement parce que où on a mêlé deux sujets qui peuvent être différents, qui peuvent être liés aussi pour certaines personnes, comme on l'a vu. C'était un vrai choix. C'est on va dire, une première approche un peu globale. S'il y a besoin, peut-être que les internautes peuvent nous faire la demande, s'ils le souhaitent, d'avoir un sujet complémentaire ou d'approfondir l'un des deux. C'est une idée, voilà, que je lance. Très bien. Très bien. Un arrêt global, avec d'autres personnes. Et là, voilà, on me fait signe sur mon autre tableau qu'on a dépassé l'heure. Alors, merci à vous tous pour cette heure ensemble. Merci Laurence. Merci Élodie. Merci Laurence. Et puis donc, je vais redonner le planning de la semaine dès qu'il s'est affiché sur le… Non, je vais pouvoir le faire autrement, je ne sais pas. Donc demain, bien sûr, c'est prenez votre Power Shot avec le coaching avec Jeannette et Laure. Vendredi, parole d'expert, état de l'art de l'hypnose. Toutes les formes d'hypnose existantes et possibles avec Philippe, Jean-Charles et Christophe. Samedi, avec Philippe et Jean-Do et Céhil, les drivers et les injonctions de l'analyse transactionnelle. Et puis dimanche, embrassez votre destinée. Donc là, c'est vraiment de 10h à 15h. Vraiment, là, on va être sur de la motivation. Ça n'est que pour les gens motivés, en fait. Ceux qui ne sont pas motivés, ils ne viennent pas. Ils peuvent regarder éventuellement, mais tous ceux qui sont motivés sont là pour nous rejoindre dimanche à 10h. Merci à vous. À bientôt. Et à bientôt. Et synapsez-vous, bien sûr. Synapsez-vous, bien sûr. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.